Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la pensée des critiques, je ne suis pas seul, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois en vidéo, parce que tu es venu sur un live aussi, l'ami Stéphane Michel. Comment vas-tu? Salut Julien, ça va très bien et toi? Bah écoute, fort bien en cette, on va dire oui, cette période de rentrée, mais on va essayer de garder un peu de soleil parce que là, je ne sais pas si au Québec il fait beau, mais alors là, au moment où on enregistre ici, Un c'est peu gris orage sur aujourd'hui. orage. Ah, voilà, je fais switcher un petit peu l'écran pour mettre la bannière en dessous. Le film qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est oui, le tout premier film long métrage, précisons, parce qu'il avait fait un moyen avant, moyen métrage, pas moyen en qualité, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, ce premier film long s'intitule Les voitures qui ont mangé Paris, The Cars That Ate Paris. Donc, le réalisateur, c'est Monsieur Peter Weir, et Stéphane Michel commence à devenir le spécialiste YouTube Ciné Game sur Peter Weir. On sait que oui, on peut le dire, tu te documentes, tu t'intéresses énormément sur le monsieur, que tu es même venu en France pour lui récemment, pour sa rétrospective où il est passé. Et Ouais, donc là, on recommence, enfin, parce qu'on avait fait Gallipoli ensemble. ouais. Mais là, on revient un petit peu aux bases. Peut-être qu'on aurait dû commencer par là, mais ce qui est bien avec le cinéma, c'est qu'on peut mélanger les périodes comme cela et toujours s'y retrouver. Un film donc purement australien, il n'y a aucun doute, avec des acteurs qu'on reconnaît cependant. Alors, l'un des rôles principaux, on va commencer par lui, le maire, John Mayall, qui à l'époque était un petit peu la star de la Ausploitation. Il tournait dans beaucoup de films, on va dire, de cette époque-là. Walking Fright, par exemple, qui, je pense, est une des influences de ce film aussi. Et alors, je n'ai pas vu Walkabout, la randonnée de Nicolas Roeg, qui est certes un scénariste, un réalisateur britannique, mais qui est venu aussi faire un film en Australie. Et alors, dans le rôle vraiment pour le coup principal quand même, et lui, vous le reconnaissez peut-être. Et là, je vais faire apparaître le monsieur. Voilà, on est en direct, je tente des trucs, on se sert de StreamYard. Vous connaissez peut-être ce monsieur. Voilà. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Eh bien, ce monsieur, non, c'est pas une photo du film. Il apparaît dans The Truman Show, l'homme à la baignoire. C'est Ouais. Terry Camilleri qui, pour le coup, a un rôle différent ici. Et maintenant, je comprends pourquoi il est dans The Truman Show de Peter Weir. C'est sûrement un petit clin d'œil. Voilà. Et j'étais très Ouais. content de le retrouver là, parce que c'est vrai que c'est un personnage moi, qui m'amusait souvent, l'homme à la baignoire. Ouais, non, mais c'est un des caméos les plus marquants du film. Et pour la petite histoire, quand Peter Weir est venu à la Cinémathèque au mois de mars dernier, donc pour sa rétrospective, je lui avais posé la question en fait des retrouvailles avec Terry Camilleri. Et c'est l'acteur qui est venu, bon, en se rencontrant de façon un peu fortuite, qui est venu vers lui en lui demandant s'il avait pas un petit rôle pour lui dans un prochain film. Et puis Peter Weir avait déjà casté ses rôles principaux, mais il cherchait justement des petits extras pour des petits inserts comme les réactions justement à la vie de Truman. Et donc ce personnage d'homme dans la baignoire s'est imposé pour Terry Camilleri. Donc c'était sympa de les revoir plusieurs décennies après leur première collaboration, de les retrouver ensemble. Et c'était très émouvant de les revoir aussi. Le film a été, on en reparlera peut-être, mais a été restauré récemment. Ouais. Donc, est-ce que cette version restaurée va sortir sur des écrans français et canadiens? Ça reste à voir, j'espère. Mais donc, la version restaurée a été présentée au Festival du film de Sydney la semaine dernière, ou il y a 15 jours, en On voit présence de Weir et en présence de l'acteur également. Donc, les revoir ensemble, c'était quand même assez émouvant. Et on a un autre acteur, mais alors lui, vous le reconnaissez très vite, voilà, qui est là. Cet acteur, c'est une gueule du cinéma australien. C'est Bruce Spence, qui joue une sorte on va dire, entre guillemets, l'idiot du village, quoi. Hein, si on peut s'exprimer ainsi. Et que vous avez pu voir dans Mad Max 2 et 3. Vous avez pu voir dans Ace Ventura en Afrique. Et on en passe. Voilà, Ouais, moi, une carrière, l'une des figures importantes mine de rien, même si, comme tu le dis, on la connaît plus pour ces films-là de notre côté aussi. Mais l'un des premiers films de la nouvelle vague australienne, c'est Stork de Tim Burstall, et il jouait dedans aussi. Il a joué dans un nombre incalculable de films de la nouvelle vague australienne. Et, euh, et puis, bah, il réapparaîtra par la suite dans sa carrière internationale, dans un épisode, je crois, de Pirates des Caraïbes, dans Star Wars, le oui, oui, troisième, c'est des c'est voix lui aussi. qui Hein. fait la bouche de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux également. Il fait beaucoup de voix, ouais. Même dans les films d'animation, etc. Donc il a une belle carrière. Et Ouais. il est toujours, je crois qu'il est toujours en activité plus ou moins. Mais bon. Ouais. Et alors,
le style du film, difficile à décrire, on va dire une sorte de comédie horrifique, mais c'est pas si drôle que ça. C'est quand même l'ambiance angoissante quand même, qui se situe non pas à Paris, parce que finalement vous dites, oh tiens, il a fait un film à Paris, Peter Weir. Non, c'est une sorte de village fictif, hein, c'est-à-dire qu'il a vraiment à dessein choisi le nom de Paris, parce qu'il a eu l'idée de ce film en étant en France, apparemment. Donc je pense que c'est sûrement l'idée, le clin d'œil. Et on va suivre, alors, donc dans ce petit village, un certain Arthur, qui est donc joué par Thierry Camilleri, qui débarque là suite à un accident où il a perdu son frère, hein, je crois que c'est son frangin. C'est ça. Lui, il a survécu et il va être recueilli dans cette ville où il venait pour trouver un travail. Visiblement, c'était des gens qui cherchent une crise économique probablement en Australie à l'époque. Crise aussi routière, hein, la sécurité routière est très, très insistante dans le film. Ça en est presque drôle d'ailleurs. Et donc, il va être clairement accueilli ici, mais quasiment piégé, quoi. Il va pas pouvoir vraiment en partir de cette ville, un peu hagard. On se demande s'il n'a pas un peu été hypnotisé au début avec des photos. Des petits trucs comme ça, on peut se poser des questions. Tant et si bien que le maire de la ville lui-même va même quasiment l'adopter, quoi. C'est très étrange. Hein. Et justement, intégrer une communauté un peu particulière et on voit voilà un endroit clos où quelqu'un va être bloqué. On pense évidemment à Witness et The Truman Show. Je pense qu'il y a une petite évidence là-dessus. C'est ça qui est amusant avec Peter Weir, c'est que dès ce premier film, on ressent quelque chose. Et avec l'idée de la House Station derrière, bien sûr. Et donc, dans cet endroit clos, c'est presque un film épisode 4e dimension. Hein. Un peu de presque. ça. Et ben, évidemment, il va se passer beaucoup de choses. Et à un moment, il y a des voitures parce qu'il va y avoir aussi un conflit entre deux générations. Les anciens, les notables du village, si vous voulez, et les plus jeunes qui semblent s'ennuyer et récupèrent des épaves et tout, parce qu'il y a beaucoup d'accidents, voilà. Hein. Parce que c'est une ville, en gros, c'est comme des pirates. Hein, ils attirent les gens avec les phares et tout. Les accidentés de la route meurent là-bas et ils récupèrent tous leurs biens. Ça me fait penser à Une nuit en enfer aussi de Robert Rodriguez, où tu as les vampires qui récupèrent tous les biens des routiers et tout. Et donc, un peu ce paradigme justement de la communauté isolée, de la société fermée qui emprisonne son protagoniste principal et l'issue est de savoir est-ce que le personnage va s'en sortir ou non. Donc c'est un des tropes du film, du thriller ou du film d'horreur par exemple. C'est le mythe des naufrageurs, quoi. Voilà, des gens qui attirent les gens pour récupérer leurs biens et tout. Et est-ce que Arthur va s'en sortir? C'est la question, mais est-ce qu'il va survivre aussi à ce conflit entre les plus jeunes qui, donc, avec leur voiture, vont faire des dégâts, hein, et les plus anciens qui en semblent un petit peu perdre le contrôle aussi. Et je pense qu'il y a un discours sur l'Australie, évidemment, parce que c'est Peter Weir. Et je pense que j'ai un peu l'impression qu'il a voulu mettre à mal son pays ici, mais ça, on va en parler après. Alors déjà, mon cher Stéphane, quel est ton rapport avec ce film? Est-ce que c'est probablement pas l'un des premiers Peter Weir que tu as découvert? Ah non, je l'ai découvert plus. Bon, bien sûr, le film avait déjà une réputation qui est quand même assez forte, quoi, en fait. Le nom m'en était connu depuis longtemps aussi, mais j'ai mis du temps à le découvrir parce il était pas forcément facilement trouvable, quoi, en fait. Donc, comme on le disait en off un peu avant, pendant une petite période, il était disponible sur YouTube, mais au Canada au moins, mais il ne l'est plus. Donc là, je pense qu'on peut le retrouver au gré de certains DVD ou sur la chaîne Criterion si elle est disponible chez vous. Oui, c'est venu quand j'ai commencé à me documenter un peu plus sur Peter Weir, c'est là que j'ai vraiment pu redécouvrir ses premiers films, parce que c'est vrai que au gré des diffusions télévisuelles, toute sa période américaine de Witness jusqu'à au moins Master et Commander, on a au moins eu la chance de les découvrir une fois, quoi, en fait, que ce soit sur petit ou grand écran. Pour sa période australienne, mis à part l'année de tous les dangers, c'était un petit peu plus difficile justement d'y accéder. Donc oui, c'est quand même relativement récent au niveau de ma découverte. Et donc voilà, du coup, c'est le tout dernier à date que j'ai découvert de Peter Weir. Il m'en reste d'autres, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y aura probablement d'autres émissions. Et alors, c'est vrai que c'est fascinant, ce titre, ça fait un peu série B, quoi. C'est pas l'attaque des tomates géantes, ou je sais pas, mais tu pourrais imaginer ça. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Alors oui, il y a l'idée du premier long métrage où on sent qu'il y a une vraie liberté, peut-être. C'est pas des maladresses, je dirais pas que c'est des maladresses, c'est une envie de faire un peu ce qu'on veut, tranquille, de s'installer un petit peu dans l'univers cinématographique aussi. Donc ça ne sera pas son plus abouti, mais encore heureux, c'est son premier. Mais alors, il y a beaucoup de choses qui sont marquantes et ça s'inscrit parfaitement dans cet univers
on va dire, une Australie que peut-être les Australiens ne voulaient pas voir à l'époque, je ne sais pas. C'est un endroit un peu caché au milieu de nulle part, où ils vivent en autarcie. Hein. C'est en grosso modo, d'ailleurs, clairement, ils récupèrent les biens de ces voyageurs et tout, et ils en vivent. Presque du troc, enfin, il y a tout un délire là-dessus. Il y a quand même des gens de l'extérieur qui viennent, et ça, c'est amusant. Vous avez un gars des autorités au début qui vient faire une enquête sur. Oui, mais ils sont morts. Enfin, ils sont morts. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui est encore en vie, mais hop, voilà. Il y a un révérend aussi, très intéressant, le personnage du révérend. Au destin un peu macabre. Ah bah ça fera basculer un peu la ville dans le péché, hein, au final. Hein. C'est un peu Sin City presque à un moment. Bon, c'est pas la même approche cinématographique pour autant. Hein. Mais là, oui, c'est un. Alors c'est marrant parce que ça mélange beaucoup de genres. Ça aussi, c'est un film hybride, hein, dans le sens bon, un peu comédie, c'est de l'humour noir quand même à certains moments, des choses qu'on pourrait plus trop se permettre aujourd'hui aussi, mais. C'est vrai qu'il va très loin dans l'idée de l'utilisation des personnages. Il y a un petit côté freak show aussi, qui est expliqué par le docteur qui fait ses expériences, de lobotomie et tout. Ça donne une ambiance à la fois drôle et malsaine, hein, à certains moments du film. Vous avez évidemment le côté horrifique parce que et thriller par moment, avec des moments de gore, il faut le dire. On voit même un petit corps décapité, tout ça, c'est sympa. Et le côté western aussi, qui est, alors là, c'est Peter Weir. Déjà, on a l'impression que c'est un réalisateur qui est déjà hyper installé, parce qu'il ose faire des pastiches et des références. On y reviendra après, mais il y a un moment, c'est du Ennio Morricone. Mais j'ai envie qu'on commence dès le début, parce que le début est très, très étonnant, avec d'ailleurs une photographie différente. Hein. Et il y a toute la première partie qui se concentre sur des personnages qu'on ne verra plus jamais, pour cause. On a un couple, voilà. On dirait une pub au début. Et visiblement, c'est une scène qui a été inspirée par de la pub, je crois, par une pub de cigarettes. Ouais, c'est ça, c'était une pub qui existait en Australie, sur la télévision australienne à ce moment-là. Donc, Peter Weir décide de commencer par une parodie finalement de publicité, qui est très parodie très marquée, quoi, avec des visages très très enjoués, un couple idéal, quoi, finalement, qui semble partir pour un voyage assez bucolique, et puis finalement qui auront un destin eux-mêmes macabres. Mais il y a déjà cette volonté de plonger dans le spectateur dans une atmosphère un peu ambiguë, quoi, parce que Peter Weir, quand il a construit le film, voulait justement déstabiliser le spectateur pour que celui-ci se demande, ok, est-ce que le film a vraiment commencé? Est-ce que c'est une publicité d'avant-film? Donc ça déroute déjà, sans mauvais jeu de mots, le spectateur dès l'entrée du film aussi. Donc c'est ça qui rend le film intéressant, parce que comme tu le dis, quand on explore un peu la carrière de Peter Weir, oui, il y a un côté un peu brouillon dans le film, c'est son premier, ah oui, mais il y a déjà beaucoup d'idées visuelles d'une part, et puis de références, quoi, en fait. On sent que c'est quelqu'un qui a déjà grignoté beaucoup d'influence, en fait. Et c'est ça qui rend le film intéressant. Il y a l'un des rares biographes de Peter Weir, Michael Bliss, disait dans son livre, je crois que c'était un film étrange au charme subtil. C'est un peu ça aussi, quoi. Il y a quelque chose de, oui, c'est rough on the edges, comme on dit en anglais. C'est un petit peu voilà, ça manque d'aboutissement, de lissage, de polissage un petit peu, mais il y a quelque chose d'assez charmant dans la démarche. Ouais. Alors là, je voulais montrer une photo, mais ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Un StreamYard a ses limites, hein, on vous le dit, mais bon, c'est un peu la magie du direct aussi. Enfin, c'est dans les conditions du direct. Mais c'est vrai qu'il nous installe dans une sorte de faux paradis où tout va bien avec ce couple, ce chien, le berger avec son troupeau de moutons. Coucou, oh là là, papa. Tu sens que le berger, il sait très bien où ils vont. Hein. Et ils vont dans la gueule du loup, parce qu'après les moutons, c'est plutôt le loup. Et ils vont se retrouver. Alors, c'est une sorte d'aveuglement, c'est ça, d'un des habitants avec la voiture. Accident, et ils récupèrent et tout. Donc, ça montre le destin funeste des gens qui osent entrer dans cette quatrième dimension, si on veut. Et pourtant, ça pourrait être accueillant. Donc, il y a ce début-là, c'est intéressant. Tu te dis, tiens, pourquoi pas. Et après, évidemment, il y a un changement de tonalité avec les caravaniers, on va les appeler comme ça, les frangins. Arthur et, alors, je ne sais plus le prénom du frère. Et Georges, voilà. Bon, Georges, malheureusement, il va pas faire long feu, puisqu'il va décéder très vite.
Et Arthur, lui, va survivre. Alors, l'intérêt de ce... Alors, c'est dommage que je ne puisse pas montrer une photo, mais bon, c'est pas grave. Faites marcher votre imagination. C'est que quand ils arrivent, justement, bon, ils cherchent un emploi. C'est intéressant. Et il y a une route, One Way Road, hein, qui indique donc ce Paris où on embauche. Peut-être le seul endroit en Australie à ce moment-là où on embauche. Je ne sais pas. On peut toujours imaginer ça. Et il y a tout pour attirer, quoi, avec plein de flèches en mode, vous voyez, venez. C'est comme dans La Cité de la Peur, je ne sais pas si tu l'as vu, cette comédie française. Hein, voilà. Oui, voilà, Odile de voilà, bah là, c'est venez. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est l'appel des sirènes, c'est le phare quoi, qui ramène. Et bon, Arthur s'en sort. Alors, c'est peut-être le destin aussi. Peut-être que voilà, le maire, est-ce qu'il a. Oui, il accepte cette idée, c'est un peu compliqué. On en reviendra sur ce personnage qui est très ambigu, en fait. Et le fait qu'il survive, peut-être que le maire veut le prendre sous son aile en disant c'est bon, c'est le destin qui l'a amené à moi. Parce que le maire, avec sa femme, je crois bon, je sais pas s'ils ont eu des enfants, mais en tout cas, il voulait un fils adoptif. Et c'est très étrange. Et là, on est vraiment dans une ambiance bizarre. Peter Weir, il veut nous. Parce qu'on comprend que Arthur, il va pas bien. Déjà, il a eu un traumatisme préalable par rapport à un accident, je crois. Et là, il est dans un endroit où il va pas forcément aller mieux, avec cette idée de docteur qui lui montre des photos d'un accident, mais aussi d'une coccinelle. On y reviendra sur la coccinelle après, parce qu'elle est déjà là. Et tu as l'impression que c'est comme si on l'hypnotisait par son trauma, comme s'il avait été choisi par l'œil du destin. Le film n'explique pas tout, et en soi, c'est bien aussi. Peut-être qu'il y a eu peut-être des coupures où dans le scénario, ils n'ont pas pu tout tourner parce que c'est compliqué aussi. Ils n'avaient pas beaucoup de budget, j'imagine, à l'époque. Et cette relation qu'il va développer avec le maire, elle est bizarre quand même. Et Arthur aussi, du coup, il est presque bizarre. C'est comme s'il était à moitié lobotomisé, quoi, lui. Alors que les autres. Oui, mais il a un comportement très, très passif, de personnage assez faible qui se retrouve dans une situation qui le dépasse. C'est ça qui est intéressant dans l'atmosphère créée par Weir dans le film. On ne sait pas vraiment à quelle époque on est. On est dans une ville fictive, la ville de Paris. On est dans un temps un peu suspendu, dans une communauté isolée finalement. Donc, on a vraiment un environnement qui est propice à l'étrange finalement, à la bizarrerie et puis à l'inattendu. Donc, c'est ça qui vraiment donne les premières bases de deux avenues intéressantes. Une avenue pour Peter Weir qui va explorer et réexplorer au cours de sa carrière, c'est-à-dire l'individu face au groupe et face à un certain isolement, comment l'individu soit est assimilé ou va réussir à assimiler son environnement, ou éventuellement comment celui-ci va pouvoir s'en sortir ou va se transcender vis-à-vis de cet environnement. Et puis au niveau du cinéma australien lui-même aussi, ça donne un petit peu des bases par rapport à ce qui va suivre avec Lawsploitation, par exemple. Donc non seulement pour l'utilisation des véhicules en eux-mêmes, mais aussi pour cette étrangeté, quoi, finalement, ce côté ce côté de contexte économique difficile. On n'est pas en post-apo, mais on est dans un post-contexte social assez difficile pour les protagonistes. En fait, on sait qu'on est dans une crise économique, on n'en a pas trop les tenants et aboutissants, mais on a déjà des personnages qui sont placés dans un contexte social difficile qui les conduit à partir dans cette région isolée pour essayer de trouver un travail, et là vont se retrouver au piège, quoi, finalement. Donc il y a une bonne assimilation de ces objets, de ces scénarios communs aux films d'angoisse et aux films d'horreur, qui est intéressant à voir de la part de Peter Weir, et qui sera beaucoup exploité par la suite dans les films de série B voire Z que le cinéma australien va proposer. Bah de toute façon, il entre d'emblée dans sa période. Alors je crois que si je dis pas de bêtises, c'est ses 3 premiers films. Après, arrête-moi si je me trompe, parce que non, mais je pense que c'est ça. C'est que une sorte de trilogie du mystère et on va dire des racines australiennes. Hein. Parce que Picnic à Hanging Rock, il y a aussi ce mystère avec ce lieu très particulier qui référence, on ne sait pas trop, voilà. Et de Last Wave, après, il me semble que c'est The Last Wave, son 3e long métrage, voilà. Ou pareil, tu as aussi ce lien avec les aborigènes. Là, on y reviendra parce qu'il y a clairement aussi un moment, des références quand même, hein, mine de rien, à l'origine de l'Australie et au berceau de l'Australie.
qui d'ailleurs se télescope à un moment dans le film, parce qu'il y a un vrai discours historique aussi derrière, qui n'a pas dû faire plaisir à beaucoup de gens, je pense, à l'époque en Australie, mais ça fait 2 fois que j'en parle, mais on va en parler après. Et c'est vrai que cette ambiance après s'installe. Alors, c'est la force et parfois la faiblesse, le côté diamant brut, comme tu disais, du film, c'est qu'il laisse vraiment l'atmosphère. À un dernier moment, il la déploie bien, alors il te montre un peu le folklore local, avec ce docteur, on ne sait pas d'où il vient. Ce docteur, on ne sait pas. Il dénote presque, il est là. On a l'impression que c'est peut-être un ancien survivant qui a décidé d'utiliser cet endroit pour faire des expériences. Bon, tu as le maire, évidemment. Tu as un policier. Bon, un policier qui est habillé bizarrement. Et c'est marrant parce qu'à un moment, alors, il n'a pas de nom, le policier, dans le générique. Mais à un moment, vers la fin, il y a une histoire avec un meurtre, enfin un mort et tout. Et à un moment, il l'appelle Max, si je ne me trompe pas. Et je me suis dit, mais bon, non, on va pas le fantasmer comme ça. De toute façon, c'est pas possible. Il a la même tête et tout. Mais tu sens que, et là j'ai envie d'en parler quand même, que ce film a inspiré Mad Max. Ça, c'est une influence. Il y a une. Bon, les films ont été pensés séparément, bien entendu, mais euh, il y a des réminiscences. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans Fury Road, George Miller rend un hommage explicite aux voitures qui ont mangé Paris, puisque cette fameuse coccinelle que l'on voit sur l'affiche, cette voiture emblématique du film, je pense que même pour tout spectateur qui n'a pas vu le film, cette image est parlante. En fait, on a déjà aperçu cette image de coccinelle un peu épique, en fait, en fait, ça reflète au niveau australien, il y a un animal, je ne sais pas s'il est endémique, mais local, qui a un fourmilier à épines, quoi, finalement, qui a inspiré le design de la voiture en elle-même. Mais cette coccinelle avec des pics énormes, on la retrouve dans Fury Road, quoi. En fait, elle fait partie des véhicules qui assaillent le convoi aussi, dans quelques scènes assez furtives, mais c'est une référence directe à Peter Weir, quoi, en fait. Les deux se connaissant très bien. Ouais, bah c'est là où, même dans la rage, dans le discours, on sent où c'est une Australie, alors, qui est dans la réalité, mais aussi dans purement une fiction. Tu l'as dit tout à l'heure, on pourrait pas trop le dater, mais on peut le laisser dans les années 70, ce film, il n'y a pas trop de soucis. Et tu as l'impression qu'il recrée, on va dire, un cocon dans l'Australie où déjà les choses vont mal. C'est comme si on voulait fantasmer que ce soit dans l'univers de Mad Max, mais bon, on fait ce qu'on veut. C'est comme si peut-être le mal partait de là. Peut-être qu'après, il y aura une sorte. Voilà. Ou déjà que si on isole trop les gens et qu'on on les laisse un peu livrés à eux-mêmes d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a des moments quand même dans le film aussi où on voit qu'il y a des pubs pour Shell, des trucs comme ça. On sent que c'est un endroit qui a déjà été peut-être corrompu par quelque chose avant. Ils ont cherché à s'en isoler et ils utilisent des choses venues de l'extérieur pour en tirer profit alors qu'ils ont justement, ils se ferment aux étrangers. D'ailleurs, ça renforce le paradoxe et l'ambiguïté de cet endroit qui veut vivre voilà, avec sa propre loi. C'est hors la loi, c'est le western et tout, mais qui ne pourrait pas vivre cela sans l'apport des étrangers qui ne veulent pas accueillir. Et c'est peut-être pour cela que le maire est intéressant dans cette idée de. Comme s'il faisait une propre révolte dans sa ville, dont il est le shérif. C'est-à-dire qu'à un moment, il commence à se dire bah là, j'ouvre ma famille à un étranger pour l'adopter. Et il commence à remettre en question aussi l'attitude de certaines personnes, dont les plus jeunes. Et petit à petit, d'ailleurs, en avance dans le film, et plus il perd le contrôle de la ville. Ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que le film, il est quand même malin là-dessus. C'est-à-dire qu'il va jouer à la fois sur l'ambiance et la perdition d'Arthur. On le suit, il est paumé et tout, va-t-il s'en sortir ou non? Et à la fois, plus on avance, plus Peter Weir nous dépeint sa communauté. C'est un petit peu, c'est vrai que le début c'est Truman Show d'ailleurs, presque, enfin, c'est l'idée, c'est presque la vie potentiellement parfaite, mais en fait, très vite, contrairement à Truman Show, on voit qu'il y a des choses qui vont pas là. On n'a pas de repère, on n'a pas de repère géographique, on n'a pas de repère temporel, et on est, comme tu le dis, peut-être figurativement dans un esprit à la Truman Show, dans un dôme qui couvre une société qui a sa propre politique, qui a ses propres fonctionnalités, qui a sa propre économie, l'économie du troc. Donc finalement, ils ne vivent que par les profits des accidents qu'ils provoquent. Et c'est ça qui place un contexte particulier pour un protagoniste qui se sent tout à fait perdu dans cet environnement. C'est vrai que c'est Bartertown, hein. On a cette idée de on vit ailleurs, l'argent n'a pas l'air d'exister à cet endroit.
Et Arthur, c'est l'anti-Truman et c'est Truman à la fois. C'est-à-dire qu'il vient de l'extérieur et hop, donc c'est l'inverse de Truman. Que Truman, à la fin, prend la porte. Et il devient Truman dans le sens où, à un moment, il va essayer d'en sortir. Alors lui, c'est pas le bateau, hein. C'est à pied, parce qu'il peut pas conduire, il a ce traumatisme. Donc il arrive avec ses bagages et va être bloqué par les voitures. C'est peut-être la première fois dans le film où on les voit, ces voitures, il me semble, qui bloquent le passage et tout, avec ses travaux. D'ailleurs, c'est là, c'est sur cette scène-là que Peter Weir, il me semble, rejoue son inspiration quand il est allé en France. Il a vu des travaux, il voyait rien. C'est typiquement la France. Il y a des travaux partout. Des fois, on sait pas. Ils sont annoncés, mais on les voit jamais. C'est vraiment ça. Et il s'est dit, tiens, je vais faire ça, truc de la méfiance. Il y a des trucs qui sont annoncés, mais en fait, non. Et Peter Weir a rejoué cette scène presque à un moment où on voit le personnage d'Arthur marcher avec ses bagages. La vitesse est limitée à 15 miles par heure. Tu m'étonnes. Hein, il ne pourra pas aller beaucoup plus vite de toute façon. Et non, on sent le personnage qui ne peut s'en sortir, quoi, en fait, qui a le désir justement de s'extirper d'un environnement oppressif et étrange, et que, comme le personnage de John Mayall, le maire, le dit, on ne part pas de Paris finalement, quoi. Une fois qu'on y est rentré, il n'y a pas de possibilité d'en sortir. Ah, il y a tout un monologue à la fin, il faudra qu'on y revienne après, parce qu'on fera la zone spoiler, si vous voulez, parce que bon, le seul spoil, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin, qui gagne entre les jeunes et les anciens, et est-ce que Arthur s'en sort. Vous allez avoir des surprises. Mais bon, pour l'instant, on n'en dit pas plus. Mais ce qui est, ça renforce le paradoxe du film aussi, cette idée d'ailleurs de personne n'en sort, et puis la sécurité avant tout, sécurité routière. Il insiste, hein, le maire là-dessus, à un moment, et à côté, tu as les jeunes qui font n'importe quoi avec leur bagnole, quoi. Enfin, on le sent, ils customisent. Elles sont superbes d'ailleurs, ces voitures. C'est-à-dire qu'il y a un travail. Je ne sais pas qui s'est chargé de tout cela, parce que peut-être qu'il a récupéré lui-même dans des car shows, ou je ne sais pas, Peter Weir, il a peut-être récupéré des gens qui ont prêté leur voiture pour le film. Mais sinon, s'il y a eu un travail de décor et là-dessus, je ne sais pas si tu as des infos là-dessus, parce que c'est intéressant. Pas sur l'origine des voitures en elles-mêmes aussi, mais ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a une originalité visuelle qui est déjà probante, quoi, dans ce premier film. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi de le replacer dans le contexte cinématographique de l'Australie à l'époque, parce qu'on est vraiment au tout début et puis ensuite de le replacer dans le contexte de la carrière de Peter Weir, mais on est vraiment au tout début de cette nouvelle vague australienne. Il faut se rappeler que, bon, on va résumer assez rapidement, mais on sort de plusieurs décennies où l'Australie, qui était pourtant pionnière au niveau de l'industrie cinématographique au début du XXe siècle, a vu cette industrie complètement désertée, quoi, en fait, pendant plusieurs décennies jusqu'à la fin des années 60 finalement, et une volonté finalement renouvelée du gouvernement d'injecter des fonds dans cette industrie de nouveau. Et c'est difficile de placer exactement un curseur sur la date exacte à laquelle commence cette nouvelle vague. Certains vont dire certaines incursions de réalisateurs étrangers comme Rug pour Walkabout ou je pense que Walking Fright, hein, Waking Fright par son nom m'échappe. Ted Kotcheff, voilà. Pas non plus un réalisateur australien, ça casse. Non, qui est canadien. Et donc, certains vont placer le curseur là, certains vont placer à Picnic, à Hanging Rock, d'autres avec un autre réalisateur étranger, Michael Powell, pour un film qui s'appelle There Will Be a Weird Mob, par exemple. Donc, c'est difficile de mettre déjà une date de début et encore plus difficile de mettre une date de fin quand la Lost Exploitation commence. Mais on est dans cette période-là, quoi. En fait, on a les tout premiers films, c'est Stork en 71 de Tim Burstall, c'est Walkabout, c'est Waking Fright, c'est Barry Mackenzie de Beresford. Donc on a cette foisonnance en fait de films très originaux, très bricolé un petit peu en fait, mais qui voit déjà des figures importantes du cinéma australien comme Beresford, Capsey, Armstrong qui émergent en fait. Et The Cars était de Paris, donc qui fête ses 50 ans cette année finalement, et sort en 74 dans ce contexte-là, et place déjà quelques bases visuelles intéressantes pour Peter Weir. Et
qui nous en dit un petit peu aussi sur ses influences, quoi, finalement, parce que voilà, Weir, il est lui aussi a un anniversaire important cette année, il fête ses 80 ans, il vient juste de les fêter, donc il est né en 44, il est né dans une époque où voilà, la télévision ne viendra en Australie qu'en 56, donc a été nourri par des week-ends au cinéma où il appréciait les films, les westerns, les films d'horreur de la Hammer, quelques films de série B de science-fiction, par exemple, qu'il redécouvrira à la télé par la suite. Mais on sent ça dans cette volonté justement de rendre un petit hommage à ces films dans les voitures qui ont mangé Paris. Tu l'as dit toi-même, le western, il y a énormément d'images symboliques du western qu'on le retrouve dans le film à plusieurs occasions. Déjà, les voitures, le design des voitures qui sont finalement peintes comme les guerriers amérindiens se peignaient le visage ou arboraient des peintures pour leur monture, par exemple. On a des surgissements des alignements de voitures en haut de colline qui rappellent justement des images un peu récurrentes du western, ces alignements de chevaux avant l'assaut, par exemple. Avec les phares aussi qui apparaissent. Là, tu vois, tu demandes si John Carpenter n'a pas vu ce film un peu par hasard. C'est possible, hein, c'est possible. Il y a de ça aussi. Les phares, je placerais ça parce que je pense qu'il y a trois influences au niveau de genre cinématographique, donc le western, comme je viens de le dire, le film d'horreur, le film de la Hammer, ça se voit beaucoup dans les scènes à l'hôpital, par exemple, où le médecin que tu évoquais justement récupère les accidentés de la route pour les lobotomiser, pour en faire, comme il est dit dans le film, entre guillemets, des légumes, quoi, en fait, qui donnent vraiment un aspect encore plus étrange au film. On les voit surgir à quelques scènes, on les aperçoit dans la scène de bal à la fin du film. Ah oui. Ils sont couverts des bandages que l'on retrouve beaucoup dans ces films d'horreur de la Hammer, on les voit derrière des vitres. Donc il y a vraiment une manière de les mettre en scène de façon un peu surgissante, comme ça, un peu iconoclaste, qui est nourri justement par l'amour de Weir pour ce type de film, je pense. Et puis la troisième influence, c'est aussi un autre genre cinématographique que Weir appréciait, c'est le film de pirates. Et dans le détournement des voitures, que ce soit la voiture d'Arthur et de Waldo et d'Arthur et de George au début du film ou du couple en tout début de séquence, ils sont détournés de leur route par des lumières qui rappellent un peu les détournements des navires par les pirates, par exemple. Et ça, ce sont des influences qui sont parlantes dans le film et qu'on va retrouver petit à petit par petites touches dans la carrière de Weir par la suite. Moi, je pense pour le western à Mosquito Coast, par exemple, où on a des scènes qui sont typiquement issues du western. Si vous vous souvenez du film, il y a une séquence où un pasteur, pasteur Godspell, revient dans le village créé par Harrison Ford, et Harrison Ford l'accueille avec beaucoup de méfiance, et il y a un plan justement où Harrison Ford a un marteau accroché à sa ceinture et Weir le film comme s'il allait le dégainer, quoi, en fait. Donc il y a vraiment un révérend accueilli dans un village, une communauté. Tiens donc. Et aussi, ouais, il y a ça également. Donc il y a ça, il y a au niveau des pirates, il y a un peu de ça dans Master and Commander avec la scène de leurre dans laquelle le capitaine Aubrey, interprété par Russell Crowe, essaye de leurrer le navire français en créant une poupe factice, quoi, en fait, qui va détourner l'attention de son ennemi. Donc il y a un peu de ça. Puis au niveau de l'horreur, ça se retrouve un petit peu dans beaucoup de ces films, de l'horreur, l'angoisse. On le voit dans Mosquito Coast de nouveau, ou dans la scène notamment où le Monolith, cette création du personnage d'Ali Fox incarné par Harrison Ford, crée en plein milieu de la jungle une structure qui est censée créer de la glace et qui, à un moment du film, explose complètement. Et là, il y a des images qui sont vraiment tirées du film d'horreur, où on voit, c'est le seul moment du film où on voit le personnage d'Harrison Ford en doute finalement, et éclairé de rouge, avec les yeux éclatant, un peu comme si on prenait en photo avec un flash.
Et ça, je pense que c'est des petites touches justement de ce que Weir a pu enregistrer en découvrant ces films de genre, si on peut les appeler ainsi. Et ça me fait, ça fait un tilt là justement. Bon, t'as dit monolithe, alors rien à voir sur le papier, mais quand moi j'entends monolithe et cinéma, je pense à 2001 Odyssée de l'espace. Et vous allez me dire, mais de quoi il parle? Mais Kubrick lui-même, ça faisait partie, je crois que c'est 100 films préférés. Les voitures en mangeaient Paris. Et quand tu penses à Shining, dans l'ambiance qui prend son temps, du malaise et tout, tu sens que il y a quelque chose peut-être qui fait qu'il a été marqué par ce film. Après, il n'a pas pensé, je pense, à ce Peter Weir en faisant Shining, mais il a été imprégné d'une ambiance. Et que cette ambiance-là, dans Shining, s'il a réussi à la placer, c'est peut-être, entre autres, grâce à quelques films qu'il a vus avant, dont celui-ci. Ah, non, c'est exact. Kubrick avait été déjà très. Pourtant, oui, c'est vraiment le début de sa carrière. Et puis, malgré la distribution difficile du film en dehors des frontières australiennes, ça a justement piqué l'attention de Kubrick, qui aurait pu aussi changer la carrière de Weir, parce que Weir avait été très brièvement envisagé pour réaliser une adaptation des Sorcières de Salem de King. Et c'était Kubrick qui avait recommandé Weir à la production également. D'accord. Eh on va revenir sur un des genres là, donc, que tu parlais, c'est le western. Parce que, bon, à un moment, oui, c'est peut-être l'influence la plus évidente du film, je pense. Et à un moment, d'ailleurs, quand la première fois où vraiment Arthur fait face à la bande de jeunes là, qui sont clairement des hors-la-loi. Hein. Là, c'est les outlaws du western. Il y a une musique, et là, on se fait plaisir, parce que pourtant, c'est pas son style de composition à Bruce Smeaton, notamment, en allemand, mais là, il nous fait du Morricone. Et là, on est dans du Sergio Leone. Alors, ça en est presque, sur le moment, j'ai rigolé, je t'avoue. Je pense que c'était voulu. Il y a une histoire de tourner en ridicule cette situation où justement, il commande cette communauté en disant c'est quand même bête ce qui se passe dans cet endroit. Enfin, c'est dur, c'est violent, parce qu'il y a tout ça, mais c'est quand même idiot d'en être arrivé là. Et en fait, il rejoue. Tu vois l'influence américaine en Australie, quelque part. Parce que, bon, d'accord, on va parler des pionniers, il y a eu une histoire de colonisation d'Australie, comme aux États-Unis. Mais tu sens qu'ici, il y a eu cette influence, on ne sait pas, ces gens ont dû voir des westerns avant de vivre. Enfin, ils ont la télé, j'imagine. Enfin, ils ont récupéré des. Il n'y avait pas de VHS à l'époque. Enfin bon, bref, il faut imaginer qu'ils ont vu des westerns. Et tu as l'impression qu'il y a peut-être la bêtise américaine qui a influencé l'Australie. À un moment, il y a une scène, on parlera de l'aborigène après, mais parce qu'il y a une statue d'aborigène. Voilà. Et une scène où on voit le poster USA Disneyland derrière. T'as un peu l'impression qu'il s'en amuse d'avance, Peter Weir. Est-ce qu'il voyait à l'époque le cinéma américain et l'influence américaine comme une bonne chose, sachant qu'il va faire une grosse partie de sa carrière aux États-Unis après? Moi, ça m'amuse beaucoup. Comme une bonne chose ou non, je ne sais pas, mais comme une influence évidente, parce que justement, dans ces années de vache maigre du cinéma australien, l'un des facteurs, ils sont multiples, mais c'est justement le côté envahissant de la culture américaine et britannique, puisqu'il s'agit d'un pays du Commonwealth, sur la culture australienne. Donc, d'où le fait que Weir se soit beaucoup nourri justement de ce cinéma-là aussi, du cinéma issu des États-Unis, qui s'est pas privé d'ailleurs pour absorber des talents de l'industrie cinématographique australien qui, faute de moyens, ne pouvaient travailler sur place. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que là aussi, on revient dans la dualité, l'ambiguïté de certaines choses dans le film. Je pense que Peter Weir lui-même a un amour pour le cinéma américain, il le montre, parce que les scènes Sergio Leone et tout, évidemment qu'il a dû aimer les westerns de Sergio Leone. Qui n'aime pas Il était une fois dans l'Ouest, bon, La Brute et le Truand, enfin voilà. Bon. Ben là, l'influence musicale est évidente. Il y était une fois dans l'Ouest, la sonorité de l'harmonica est quasiment identique, donc les scènes des jeunes filmés, bon, déjà habillés en cow-boy, avec des chapeaux et longues vestes, filmés de plein pied, quoi, finalement. Donc, on sent qu'il y a non seulement ce côté parodique sur lequel je vais revenir dans une minute, mais aussi une conscience du cadre, déjà, parce que oui, c'est un film un peu brouillon, un peu sur les cadres, film, quoi, en fait, qui manque un petit peu de moyens, mais il y a des idées visuelles, il y a quand même un sens du cadre qui est assez marquant, je trouve.
Et puis, ouais, non, non, parce qu'il y a vraiment des plans qui sont travaillés et réfléchis. Bah, tu parlais des voitures qui apparaissent un moment la nuit, là, avant l'assaut final, hein, parce qu'on va bientôt y arriver à la zone spoiler. Mais donc là, on rentre dans plein pied dans ce conflit. Cette idée que d'ailleurs, il y en a un qui a cassé la statue d'aborigène du maire. Alors là, vous voyez, on rentre dans l'ambiguïté du bordel. Parce que tu peux te poser deux trucs là. Et bon, Peter Weir, il s'amuse aussi avec l'histoire. Peut-être qu'il c'est pas, pas une pastiche de l'Australie, mais peut-être pas loin. Parce que bon, avoir une statue d'aborigène comme ça fait un peu, tu sais, c'est un peu un peu colonialiste qui se récupère des machins et tout. Mais en même temps, le maire, il y tenait à sa statue. On sent qu'il tient aux racines de l'Australie. Mais en même temps, derrière, il va y avoir le bal des pionniers où il y a tout un truc d'ailleurs. On peut en parler de ça. Où il va lancer toute une série de mots qui est censé représenter l'Australie, entre clichés et trucs historico, voilà. T'as l'impression que c'est un mantra d'une secte, hein. À ce moment-là, c'est un truc très bizarre. En plus, avant, t'as les, entre guillemets, les freaks, les veggies là, qui débarquent. On est dans un monde dans le monde, là, sur cette scène. C'est drôle quand il balance tous ces mots et tout, comme ça. Crocodile, qu'est-ce qu'il balance, je sais plus. Crocodile, Walibi. Ouais, kangourou. Donc il y a un côté, il y a une petite, ça fait un peu comptine enfantine d'une certaine manière, mais qui utilise justement les clichés du vocabulaire australien. Elle est Et des mots intéressante aborigènes. Et des mots du dialecte ouais, aborigène, parce que tu entends. Donc c'est ça qui a boomerang aussi, évidemment qu'il y a boomerang. ouais. Mais Mais c'est on ça sait pas qui. trop. On sait pas trop. Du coup, il y a cette ambiguïté. C'est des gens qui sont complètement déconnectés du réel, quoi. Ah Et oui, bah, qui. clairement. On sent que le personnage du maire joué par John Mayall. John Mayall qui est finalement seulement peut-être connu en France pour son rôle dans Crocodile Dundee, le pauvre, alors qu'il a une carrière qui est beaucoup plus riche que ça. Voilà, on sent que lui tient à cette société fermée. Et puis toute cette mise en scène justement du bal des pionniers qui revient aux racines de l'Australie, mais voilà, qui les met en scène avec de façon complètement absurde. Si tu te souviens, tu regardes l'habillement justement des villageois dans cette scène de bal. Tu as un homme avec un chapeau pointu et une pancarte Chinaman, un autre avec un casque de colonisateur et une pancarte qui dit explorateur américain. On se C'est, croirait c'est, aux États-Unis, c'est ça le pire, c'est que tu as c'est l'impression que le maire est en Lincoln presque. Enfin, ça n'a Ouais, aucun il y sens. a un peu de ça aussi. Donc c'est ça qui place un petit peu l'ambiguïté de justement du contexte géographique et de l'histoire en elle-même. Et j'y pense, le maire à un moment il cite Roosevelt aussi, avec le New Deal et tout là. Il faut faire bosser les jeunes, hein. Oh là là, les jeunes ils sont oisifs et tout. Non mais, c'est-à-dire que Mais tu as l'impression que c'est plus un truc aux États-Unis qu'en Australie presque, hein, pratiquement, hein. ben ça peut créer ce type d'ambiguïté pour sûr. Mais ce que cette scène aussi montre en termes d'approche, en termes de choix cinématographique pour Weir, ça nous révèle un peu d'où il vient également. Le côté parodique qui est illustré par cette scène, par la scène de parodie publicité au début. Mais Weir, il vient de là vraiment. Il vient du sketch, il vient de la comédie quoi en fait. À la base, il a commencé comme ça quoi en fait. Il y a eu deux voyages en Europe qui ont été séminaux pour lui. Il y en a eu un en 65 où là sa vocation est née. Il part en Europe, il part sur un bateau, il n'y a pas beaucoup de distractions, il découvre du matériel d'enregistrement, puis boum, il décide avec quelques personnes de faire des enregistrements sur le bateau, des revues, quoi, finalement, qui vont amuser un petit peu les passagers et l'équipage. Mais déjà, là, il est dans la parodie. Ensuite, une fois revenu en Australie, il va être engagé à la télévision australienne justement pour travailler sur des shows parodiques, sur il va faire ses premiers. Si tu as l'occasion de voir ses premiers courts métrages, que ça soit Count Vim, que ça soit Buckshot, etc. Il y a toujours un côté parodique. Son premier court métrage d'envergure, donc qui précède euh, les voitures qui ont mangé Paris, qui s'appelle Homesdale, qui relativement facilement trouvable, et aussi à des aspects parodiques de Psychose, par exemple, ou des films des films de la Hammer, des films d'Hitchcock. Donc il y a lui à la base, il voulait être performeur, en fait. Il joue dans certains de ses premiers courts métrages d'ailleurs. Il a un petit rôle dans Homesdale, il a un petit rôle dans, je crois, au début de Michael, par exemple. Mais il vient de là, quoi. Enfin, finalement, c'est vraiment à partir juste avant The Cars at Paris
qui a été imaginé justement lors de ce deuxième voyage séminal en Europe. Donc, tu l'évoquais un petit peu aussi, mais l'idée du film lui est venue en circulant sur les routes de France. Il se fait bloqué par des gens en uniforme qui sont pas forcément visiblement des policiers, mais lui obéit tout de suite à cette directive et se demande mais pourquoi finalement j'ai obéi à ces personnes-là, pourquoi je n'ai pas demandé plus d'informations sur ce contexte-là. Et le lendemain, dans un journal, il voit qu'il y a eu une fusillade qui a créé plusieurs morts, qui fait la une des journaux, et en petit article indépendant, il voit un autre article sur des morts des morts qui ont été provoquées sur la route. Donc lui se dit, bah voilà, la meilleure façon d'assassiner quelqu'un et de profiter de cet assassinat sans être trop remarqué, c'est de les faire mourir sur la route. Donc d'où l'idée du film finalement. C'est là où on voit aussi le Peter Weir un peu rebelle, anticonforme, qu'on retrouvera. Il y a un peu de ça aussi, hein, parce qu'il y a cette influence-là également. Voilà, 74, on est peu de temps après que l'Australie ait participé aussi à la guerre du Vietnam. Donc il y a les États-Unis, ce bouillonnement de rébellion et d'anticonformisme qui est présent chez Weir tout au début de sa carrière, hein, de toute façon. D'où peut-être justement cet attachement à l'individu par rapport au groupe et à l'autorité. C'est ça qui est intéressant dans The Cars That Ate Paris, c'est qu'il y a toujours un regard très cynique sur les figures autoritaires, que ce soit le maire, le shérif, même au niveau religieux, quoi. On sent qu'il y a des prémices. Un regard très cynique. Ouais. Des prémices du cercle des poètes disparus déjà là qui sont là. Et alors tiens, on va se concentrer sur le maire et on va arriver dans la zone spoiler très vite parce que dans cette fameuse soirée là des pionniers, le bal annuel là, où il dit d'ailleurs textuellement, hein, les forts ont survécu, les faibles ont péri. Bah tiens donc. Et puis il reprend mot pour mot un discours qui a été prononcé à la radio par ce que l'on comprend est le Premier ministre, quoi en fait. Donc il y a rien de naturel, quoi, en fait, chez lui. Il est déjà maquillé quand il fait ce discours, il est grimé et il reprend des phrases toutes faites qu'il a entendues lui-même. Donc, ça démontre justement la volonté de Weir, dans sa façon de mettre en scène ce maire et ce personnage, de le ridiculiser, quoi, finalement. C'est le père de la nation, enfin, c'est le père adoptif là, de celui qui l'a récupéré, Arthur. C'est le shérif aussi, à un moment, il va cramer la bagnole. Enfin, bon, bref. Et en faisant cela, il se crée ses problèmes. Parce que là, on va rentrer dans la zone spoiler. Pour l'acte final, paf, qu'est-ce qui se passe? Bon, les jeunes qui débarquent et qui font vraiment, pour dire, leur petite révolution. C'est l'attaque de la modernité sur ce monde en huis clos et arrêté, d'ailleurs. Parce que les voitures, c'est ça, représentent aussi cette modernité-là, qui viennent attaquer en voiture le bal des pionniers où normalement il n'y a pas du tout de modernité. Hein. C'est très amusant ça d'ailleurs. Et c'est là où il y a encore l'ambiguïté parce que Peter Weir finalement il s'en amuse mais il veut déboulonner un petit peu les idées arrêtées, donc le maire et tout, mais avec la violence donc qui questionne le fait que ouais mais cette nouvelle génération qui veut s'en sortir, c'est vrai, tiens ça rappelle Gallipoli peut-être un peu aussi, qui veut s'en sortir mais elle va peut-être pouvoir s'en sortir que par un excès de violence. Alors là, c'est pas la guerre, mais elle a besoin, et c'est intéressant ça, parce que finalement... Non, c'est sûr que ça donne une vision peut-être un peu plus nuancée de... Il y a une des voitures d'ailleurs qui... ça m'a frappé très récemment, je ne l'avais pas remarqué auparavant, mais qui a des croix gammées en fait hein, sur, oui, j'en ai vu, oui. Sur son flanc en fait. Donc oui, il y a ce questionnement sur la violence inéluctable du comportement de cette jeune génération, mais c'est ce qui intéresse justement Peter Weir, c'est justement de voir ces générations en conflit quoi en fait, puisque c'est une génération qui a même du mal à s'identifier clairement quoi en fait parce que ces voitures là elles vivent par elles-mêmes. C'est intéressant de manipuler cet objet qui est très marquant quoi finalement, qui est très symbolique de la culture australienne quoi finalement, la culture de la voiture en Australie et elle est intrinsèque, elle est ils ont quasiment plus du gasoil que du sang qui coule dans leurs veines d'une certaine manière, surtout dans ces... On comprend Mad Max aussi, on comprend pourquoi Mad Max. Non, mais je pense que voilà la raison pour laquelle que ça soit
que ça soit des films comme Mad Max, comme Stone, comme Road Games par exemple, qui soit si centré sur les véhicules, n'est pas innocente quoi, en fait, parce que la culture, c'est l'Australie, je dirais principalement. Parce que le culte des voitures et tout, ça, en Amérique dans les années 50, tout ça, enfin, c'est un héritage. Il y a quelque chose, je dirais, de même plus marqué. C'est plus vicieux que ce que peut représenter l'automobile pour les États-Unis, parce que il y a déjà, regarde la géographie de l'Australie, quoi. Finalement, c'est une région où 80% du territoire est très isolé, bordé par quelques agglomérations à son pourtour. Donc finalement, la voiture est indispensable pour eux, mais c'est ce qui marque le comportement, surtout le comportement mâle. Ça, c'est aussi un autre aspect du film qui est bien notable, c'est que les personnages féminins sont quasiment inexistants. Il y a la mère, et puis ils sont quasiment muets, quoi. Ils ont quelques répliques, mais mis à part la mère et les 2 filles adoptives du maire, il y a vraiment peu de personnages féminins marquants, et ça, voilà, cette culture de la masculinité omniprésente et qui s'exprime par la conduite de ces véhicules, ce sentiment de puissance d'être au volant, en fait, qui peut justement engendrer la violence. Elle est vraiment marquante, et elle va imprégner ce cinéma de la fin des années 70 et du début des années 80 de façon hyper marquante, quoi. Puis là, en plus, tu as un peu l'impression qu'il y a une bascule au moment où, bon, il y a l'histoire de la statue de l'aborigène, il met le feu à la voiture, et après, tu as Charlie Bruce Spence qui tue donc le révérend. Enfin, et donc là, le maire, il se dit, c'est pas possible, je ne contrôle plus rien. Il a compris que Dieu allait abandonner son endroit, voilà, hein, grosso modo, parce que tu tues le révérend, bon, voilà, qui paradoxalement était le seul à pouvoir faire des allers-retours comme il veut. C'est très amusant, ça, quand même. Et alors là, son paradis s'écroule, hein. Il y a le déni de la réalité. Alors, il se passe toute cette histoire de violence avec la mort culte aussi du gars, là. Sur les pics de la coccinelle. Et puis, alors, le montage est bien, hein. POV de la voiture, pouf, comme ça. C'est vraiment là. Alors, je sais pas qui est le monteur du film, si son monteur a titré ou pas. Est-ce qu'il a gardé la même équipe après, à part le compositeur, je ne sais pas. Mais bon, après, le compositeur, il a fait qu'un film. Au niveau du montage, il faudrait que je regarde au niveau du montage. Au niveau de l'équipe. Wayne Leclau, mais il n'a pas de page Wikipédia, donc difficile à vérifier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le dynamisme là. On voit qu'il sait composer les plans, il sait donner le rythme aussi à cela. Et après, tu as le maire en déni de réalité absolue, avec son mono. Oui, c'est le chaos autour de lui, et là, il n'y a aucune route sûre, personne ne peut rentrer ou partir. Et voilà. Et en fait, là, j'ai à ce moment-là, avec Arthur qui commence à se barrer, du coup, on va en parler après. Mais c'est un peu Christophe dans le Truman Show, le maire. Là. Ouais, il y a cette figure déifiante ou auto-déifiante, je dirais plutôt, et d'autorité qui veut justement imposer un contrôle sur sa société, comme Christophe le fait dans The Truman Show, comme Ali Fox le fait un peu avec sa communauté dans Mosquito Coast également. Dans Witness, voilà, tous les grands sages amish de Witness. Ouais. Et c'est intéressant parce que, mais même dans Picnic à Hanging Rock, si on veut, l'orphelinat, il y a aussi cette idée de vouloir contrôler. Donc on en revient à conformisme, etc. Et alors Arthur, voilà, il rejoint le destin des jeunes, en fait, dans le sens où il va essayer de se libérer d'une manière ou d'une autre. Alors, on rappelle, hein, il avait ce traumatisme, il ne pouvait plus conduire. Bon, ben là, pour sauver le maire et tout, il va tuer quelqu'un en prenant la voiture du maire, grosso modo. Et il tue, mais il le tue bien, hein, et tout. Et au moment où il se rend compte qu'il a tué quelqu'un, il est là, en mode, il va pas regretter son geste. Il va dire, I can drive. Ça, c'est une scène fantastique, justement. Il se transcende par la violence, quoi, en fait. Donc, il est. Et après, il va faire son Truman, mais pas en bateau, en voiture. Il va sortir. Et tout le monde sort, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit. C'est pas le troupeau de moutons du début, là, qu'on voyait sur la route. C'est les gens. Et alors, il y a une musique. Alors, ça, c'est un choix. Il n'y a que Peter Weir qui a la réponse pour ça. Il décide de mettre une chanson, alors à la base écrite par Charles Trenet, L'âme des poètes, chantée par une chanteuse dont on n'a jamais su le nom. Enfin, si jamais dans les commentaires vous trouvez le nom de la chanteuse, allez-y. Hein,
Voilà. Oui, donc les crédits sont un peu obscurs vis-à-vis de ça justement, mais oui, Peut-être donc que dans la effectivement, version donc remasterisée, on va savoir dans la version remasterisée si elle sort et tout, peut-être qu'il y aura. Peut-être. Mais alors pourquoi ce choix? Parce qu'il a eu je l'idée en pense qu'il y a plus? la référence à la France. C'est Ah oui. un francophile établi, quoi. Peter Weir. Je te dis, l'idée du film est venue en France. Donc, est-ce que c'est pour rattacher justement son long métrage à cette idée initiale, pour exprimer justement son côté francophile également. Mais je pense que c'est voilà pour rattacher le film à cette idée d'un Paris fictif. C'est peut-être pas pour rien qu'il a choisi ce nom-là pour cette société isolée également, quoi. Mais oui, il y a quelque chose d'intéressant dans cette conclusion pour le personnage de Waldo qui justement ne peut s'en sortir que par un geste, retrouver son humanité d'une certaine manière que par un geste violent, quoi, finalement, qui lui permet de sortir de ce carcan. Oui, parce que alors c'est pas un personnage qui est censé être très jeune dans l'histoire, il va avoir la trentaine quand même, mais il fait partie, on va dire, plutôt de la nouvelle génération, puisque c'est le fils adoptif du maire, voilà. Et quelque part, cette libération par alors, acte violent ou situation violente, bah, tu l'as indirectement dans le cercle des poètes disparus quand même. Parce que, bah, enfin, c'est pas pareil, mais bon, c'est Neil hein, qui décide de mettre fin à ses jours après avoir été libéré sur scène. Il y a une forme de fatalité. Je sais pas si c'est de la fatalité, mais Peter Weir, pour sa jeune génération, il n'est pas forcément toujours dans le happy end. Mais là, il y a souvent une volonté enfin une volonté, un, il n'hésite pas à se risquer à présenter des personnages qui sont pas forcément aimables ou moralement justifiables, quoi, finalement. Tu penses au personnage de Max Klein dans Fearless, il y a certaines de ses décisions qui peuvent paraître moralement répréhensibles pour un certain public. Donc ça, je pense il n'hésite pas justement à créer une ambiguïté pour ses personnages principaux. Donc ça, c'est aussi un des marqueurs qu'on retrouvera par la suite, ou même dans certains de ses personnages pour son dernier long métrage, The Way Back par exemple, où le personnage de Colin Farrell est un petit peu est présenté d'abord comme un antagoniste, puis finalement comme part du groupe qui permet au protagoniste de s'en sortir. Donc oui, il y a des petites réminiscences. Donc après, bon, c'est son premier film, donc on peut toujours surinterpréter de ce côté-là aussi. Mais oui, il y a cette volonté justement de confronter, comme on le disait, l'individu par rapport au groupe oppressif, quoi, en fait, quel que soit le type d'oppression. On peut fermer la zone spoiler parce que là, justement, on va reconnecter tout ça parce que c'est un film purement Peter Weirien, voilà, vous prononcez comme vous voulez. Dès son premier film, on sent déjà voilà, ce qu'il veut. Enfin, il sait pas ce qu'il veut faire à l'époque. Enfin, il fait son premier film, il est content. Mais en faisant ce premier film, on voit qu'il y a un auteur derrière et qu'il réinjectera des obsessions, comme tous les grands cinéastes, hein, les obsessions. C'est un film qui est important parce que peut-être sans ce film, est-ce que Mad Max aurait vu le jour autrement peut-être? C'est vrai que après, comme tu l'as dit, c'est dans la culture australienne, notamment des voitures, cette rage nécessaire face à un monde un peu chaotique, parce que l'Australie a toujours été un pays, c'est un pays jeune en soi, enfin jeune, oui, un peu comme les États-Unis si on veut, qui est en quête d'identité perpétuelle, toujours. Ça se sent dans ce film, d'où les générations, c'est-à-dire qu'il y a le generation gap, l'écart générationnel très important, à 20-30 ans d'écart ici dans cette ville. Et justement, est-ce que tu conseillerais, tiens, une question bête, mais parce que c'est une question très bête, parce que, je veux dire, est-ce que tu conseillerais ce film pour découvrir Peter Weir? Bon, en même temps, là, je pense que vous avez déjà vu Truman Show, mais excepté les films les plus connus, la période australienne, Peter Weir, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée? En soi, oui. Je pense que ça peut être une porte d'entrée, oui, parce que je te dis, si ça peut ouvrir aussi à la découverte de qui était Peter Weir à cette époque-là, d'où il vient aussi, ça peut être une porte d'entrée intéressante, parce qu'on a l'image du Peter Weir installé à partir de sa filmographie américaine, mais c'est intéressant de voir quelles sont ses racines, comme on disait, son attention à l'humour absurde, à la parodie, ses influences du cinéma de genre. Donc c'est ça qui rend la découverte du film intéressant aussi. Et puis pour justement essayer c'est toujours comment dire,
enrichissant de découvrir la première œuvre d'un cinéaste finalement. Donc justement dans son autobiographie, Michael Bliss disait que voilà, c'est si tu regardes les mistons de Truffaut par exemple, il y a quelque chose d'inabouti d'une certaine manière là-dedans, mais il y a déjà des bases que tu vas retrouver dans sa filmographie par la suite, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça reste quand même intéressant de voir d'où il part et ce qui va garder. On peut débattre du fait du maintien de l'australianité de Peter Weir dans sa carrière américaine. Mais moi, je pense qu'en regardant ce film, grâce aux indications visuelles, aux influences que tu vas retrouver aussi, tu comprends que dans sa carrière américaine, il y a quand même cette part d'australianité qui reste d'une certaine manière, par l'utilisation des paysages, par le traitement des personnages également, donc par leur isolement. La géographie de l'Australie, c'est un cadre idéal justement pour traiter de l'isolement. Et ça, c'est une thématique qui va toujours rester en tête pour Peter Weir tout au long de sa carrière. Donc c'est ça. Donc oui, je pense que de toute façon Peter Weir, du fait qu'il n'ait pas de marqueurs visuels précis, et puis le fait qu'il ait abordé des genres si différents peut te permettre d'avoir plusieurs portes d'entrée dans sa filmographie, quoi, en fait. Donc je vois aucune contrainte à commencer par The Cars at Ted Paris pour être sûr. En plus, il questionne sa société australienne à travers ici une forme de dystopie fictive dans un huis clos. C'est marrant, on parlait d'isolement. Bah oui, l'isolement dans l'isolement. Là, on est dans une Australie qui n'est pas vraiment l'Australie, mais une Australie quand même en quête d'identité, avec l'américanisation aussi de la culture. Mais en même temps, cette rage australienne à travers les voitures aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Et puis oui, et il va traiter des racines, hein, avec les pionniers, la statue de l'aborigène, le respect très moyen, hein, on va dire, des racines dans cet endroit, parce que finalement, ils ont recréé leur communauté, donc c'est leurs propres racines. Évidemment, les aborigènes, ils sont juste là pour décorer en statue. Hein, voilà. Mais Ah ben ça, c'est de toute façon le côté, autant justement cet isolement, cette, cette omniprésence de la masculinité, l'élément de l'automobile pour l'Australie est très exploité dans cette période de renouveau du cinéma australien. Autant les racines aborigènes, donc les premiers habitants du territoire, vont être quand même un peu mis de côté pour une grosse partie de cette période-là aussi, quoi. Il faudra attendre peut-être The Last Wave, The Chant of Jimmy Blacksmith de Beresford également pour voir justement des premiers rôles s'étoffer un petit peu plus, même si Nicholas Roeg avec Walkabout avait tenté quelque chose là aussi, mais en gardant quand même des aspects très caricaturaux de ses premiers habitants de l'Australie. Mais oui, c'est ça qui rend le film intéressant. Et puis, tu demandais quelle est l'influence que le film a pu avoir sur, non seulement sur Mad Max, mais sur le reste. C'est un peu difficile à établir parce que le film n'a pas été un succès. George Miller a dû, voilà, dans oui, le cercle. Oui, voilà. Comme je te le dis, il y a la référence de Fury Road qui ne met pas de doute là-dessus, mais le film a quand même déclenché quelque chose puisque il y a un élément qui est très important dans le renouveau du cinéma australien, c'est le Festival de Cannes. Oui, il a été présenté. Et le film a été présenté en 73, je crois, donc juste avant sa sortie officielle au Festival de Cannes, avec une promotion dans laquelle Peter Weir et ses producteurs ont été très actifs en maquillant une voiture, une coccinelle également, de la même façon que la coccinelle dans le film. Et ils l'ont fait circuler justement sur la croisette. Donc forcément, ça a marqué les esprits. Surtout que voilà, on est quelques années après Un amour de coccinelle et tout, donc tu joues là-dessus. Là, comme je dire, c'est une version horrifique d'un amour de coccinelle, ce qui n'est pas forcément très difficile à imaginer, de faire une version horrifique d'un amour de coccinelle quand on y pense. Hein. Mais voilà. Non, donc ça a marqué beaucoup les spectateurs de Cannes parce que Weir et ses producteurs étaient même habillés comme les personnages du film, et ça
On peut parler aussi de Roger Corman qui est disparu récemment aussi, qui lui a été beaucoup marqué par le film et avec lesquels les producteurs avaient conclu un deal pour que le film soit distribué par sa compagnie, ce qui deviendra New Line, aux États-Unis. Et puis finalement, il y a eu beaucoup d'imbroglios et de difficultés de communication vis-à-vis des producteurs australiens et de Corman. Donc le deal n'a pas fonctionné, mais quelques années plus tard, il y a un film produit par Corman qui s'appelle Death Race 2000 qui va Ah, bah sortir, oui. qui va reprendre beaucoup des éléments. Ouais, c'est un faux remake. L'histoire est différente, mais l'élément des voitures destructrices, du conflit justement créé par les véhicules vient clairement de là après. Donc il y a vraiment une ambiguïté sur ce qui a filtré de ce qu'avait accaparé Corman pour cette production à venir en fait. Ça me fait penser que ce film, Les voitures qui ont mangé Paris, a tous les ingrédients, franchement, pour un jour que ce soit un remake américain. En vrai. Mais Parce qu'on en a parlé, à c'est voir, très transposable. Hein. C'est très transposable. Hein. Peut-être Bon, aussi, peut-être. après, il faudrait que ce soit un bon auteur derrière, voilà, si jamais. Puis Peter Weir, tant qu'il sera parmi nous, je pense qu'il dira nope. Non, je pense pas aussi. Bon, ce sera un peu difficile. Il faudrait retrouver un contexte complètement différent. Mais le film aura une distribution américaine, mais complètement charcutée. D'ailleurs, certains qui regardent la vidéo connaissent peut-être le film sous un différent titre, puisqu'aux États-Unis, il est sorti sous le titre les voitures, The Cars That Ate People, les voitures qui ont mangé les gens, finalement, je pense. Donc, mais qui a été les grosses différences, c'est que Waldo devient un Américain qui arrive sur le territoire australien. Il y a un voice-over, donc il y a une voix off en fait qui ouvre et qui ferme le film. Donc ça dénature complètement l'étrangeté. Je pense que la séquence d'ouverture de parodie publicitaire a été chantée aussi. Donc il a été sévèrement charcuté et Weir l'a toujours regretté quoi. Ouais, non. Mais il est très bien comme il est, ce film, voilà. Et ben, en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi, parce que Toujours un plaisir de revenir sur une œuvre qui, mine de rien, paye pas de mine comme ça au premier abord, mais on peut en tirer quand même beaucoup. Il y a beaucoup des influences de Weir, de ses obsessions, de sa capacité à construire de beaux plans. Parce que oui, c'est un film un peu brut au niveau mise en scène, mais il y a des belles idées visuelles, effectivement. C'est à l'image de Waking Fright aussi, qui pouvait avoir ses défauts, mais qui est pour le coup plus culte encore que celui-ci, mais qui a une ambiance similaire. Il y a quand même quelque chose. On sent que il y a un truc intéressant. Mais là, du coup, j'ai une pensée pour Romain Rimbaud, parce que je ne sais pas s'il a vu ce film, mais il y a tous les ingrédients pour qu'il aime. Je le connais bien. Il aime bien ces films un peu brut de décoffrage, maladroit, un peu série B. Là, c'est pur. Quoi. Ouais. Et alors, il y a aussi, il y aurait pu avoir une autre connexion aussi, parce que Donald Pleasence, qui joue dans Waking Fright, aurait dû jouer le rôle de John Mayall, mais finalement le cachet n'étant pas. Ça c'est David Stratton, qui est un peu le Roger Ebert australien, qui en parle dans son livre sur la nouvelle vague australienne. Donc lui dit que voilà, le budget du film étant ce qu'il était, Donald Pleasence n'était pas intéressé pour y participer. Et puis Waldo, le personnage joué par Terry Camilleri, initialement avait été pensé pour un collaborateur très très proche au fin des années 60, début des années 70 pour Peter Weir, qui n'est pas une figure trop connue en France, qui s'appelle Graham Bond, qui est très connu en Australie pour un show parodique télévisé qui s'appelait Anti-Jack Show, je pense. Mais à son retour de son voyage d'Europe, il y a eu un clash entre Graham Bond et Peter Weir, donc qui a conduit Peter Weir à ne pas l'engager sur ce film-là finalement. Donc, et puis je crois qu'il y aura un match retour. Tu en reparleras bientôt. Oui, on reparlera normalement avec quelqu'un que je salue très chaleureusement, qui est une des personnes qui a les connaissances les plus amples sur cette période du cinéma australien.
qui s'appelle Melvin Z, qui a écrit un livre sur Mad Max, l'ultra-violence au cinéma, qui travaille sur le 2e tome et que Samir va accueillir sur sa chaîne prochainement, et donc on parlera justement de nouveau de The Cars That Ate Paris, pour le replacer justement peut-être un peu plus dans ce contexte de voilà ce que représentent les véhicules dans le cinéma australien à l'époque, quels sont les marqueurs reconnaissables de la société australienne que l'on peut retrouver dans ces films qui conduiront à Mad Max. Donc j'ai très hâte à cette discussion. Melvin a également un puits de connaissances formidable, donc je pense que ça va être très très intéressant. Eh ben, on salue Melvin et Samir s'ils tombent sur cette vidéo, et on regardera ça, on écoutera ça avec intérêt. Comme ça, c'est un petit peu. Voilà, on va remettre en avant un film qui va fêter ses 50 ans, qui va ressortir. On espère peut-être des petites séances cinéma, on ne sera pas contre. Hein. On espère vraiment que la version restaurée va être disponible en salle pour nous également. Voilà, ben, espérons, et on suivra ça de près. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis sur ce film. Voilà, si vous avez le nom de la chanteuse à la fin, pas qu'on insiste, mais si jamais quelqu'un l'a, franchement, c'est banco. Si on la trouve d'ici là, on la mettra en commentaire. Voilà. Mais voilà, comme on dit, les échanges continuent en dessous en commentaire. Et merci Stéphane. C'est toujours un plaisir, Julien. Merci à toi. Pour ta générosité et pour tes connaissances aussi sur Peter Weir, parce que c'est un réalisateur dont on a jusqu'ici, j'ai envie de dire, pas suffisamment parlé sur YouTube, mais là, ça s'arrange entre Valérian aussi sur la chaîne Cinefiles, avec Samir ici, voilà, et Peggy. Alors, Peggy, non, pas encore. Hein. Le Rayon décalé, vous n'avez pas encore fait de Peter Weir, je crois, ensemble. Non, on évoquait le cercle des poètes disparus, peut-être un jour. Peut-être. Donc, bon, allez, hop, voilà. On va comme ça boucler le cercle. Tiens, le cercle, c'est marrant, la boucle. Mais voilà, mais en tout cas, oui, les échanges sont sans fin, et pas que sur Peter Weir, bien sûr. Hein, Stéphane, il est capable de parler sur beaucoup de choses, croyez-moi. Et oui, on a fait un live Robin Williams. Bah, de toute façon, il y a toujours un lien avec Peter Weir. Et voilà, on vous dit à tout le monde, à très bientôt, à la prochaine. Ciao. Ciao, merci beaucoup.